Bonjour à tous et bienvenue pour la fin de l'explication de l'extrait de Philippe Besson. Je vous laisse prendre votre texte. Nous reprenons à la phrase 4, « Il se tient debout dans le froid hivernal », etc. Je vous montrerai au fur et à mesure le texte et je surligne ici la phrase dont nous nous occupons. Il s'agissait de trouver une expression qui avait un double sens. Bien entendu, c'était « je suis à ses pieds ». Vous comprenez bien que cette expression peut être prise au sens propre et au sens figuré. Quand vous apercevrez ce symbole pause, ça veut dire qu'il faut mettre en pause votre lecteur de vidéo afin de prendre le temps d'interpréter par vous-même. Ici, par exemple, la posture que les deux personnages ont lors de cette première rencontre est éminemment symbolique. Et elle rappelle la manière dont le narrateur, adolescent, Philippe Besson peut-être, met ce garçon sur un piédestal lorsqu'il dit « je suis à ses pieds », tandis que son ami se tient debout. Nous passons à la phrase suivante. La phrase suivante est « je me relève, inquiet, stupéfait, et m'efforçant pourtant de ne rien montrer de cette inquiétude, de cette stupéfaction ». Ici, il vous était demandé d'observer le rythme de la phrase. Vous avez peut-être aperçu qu'il y avait une série inquiet, stupéfait et m'efforçant séparée par des virgules, et puis une autre série, à la fin de la phrase, de cette inquiétude, de cette stupéfaction. Qu'est-ce qu'on peut dire ici de ces deux rythmes? Eh bien que le premier est un rythme ternaire, avec donc l'accumulation de plusieurs adjectifs et participes, et puis le second est un rythme binaire. Deux morceaux de phrases sont juxtaposés. Ensuite, on vous demandait de vous intéresser aussi au choix des mots, et je suis sûre que vous aurez observé qu'au début de la phrase, on a l'adjectif inquiet, qui est redoublé entre guillemets à la fin de la phrase par son substantif inquiétude, et de même pour stupéfait qui va avec stupéfaction. Il y a donc ce qu'on va appeler une dérivation lorsqu'on utilise des mots employant le même radical, ici inquiet et inquiétude, stupéfait et stupéfaction. Mettez en pause et essayez de l'interpréter. On interprète à la fois les deux derniers procédés qu'on a relevés, et on trouve qu'il y a une nette différence entre ce que le narrateur ressent, qui semble plutôt du domaine du ternaire haché, et ce qu'il souhaite laisser paraître, c'est-à-dire une forme de calme. Passons maintenant à la phrase suivante. Je songe qu'il pourrait m'asséner un coup de poing. Oui, cette idée traverse mon esprit, lui me défonçant la gueule sans témoin. J'ignore pourquoi il ferait une chose pareille, peut-être parce que les insultes ne suffisent plus et qu'il faut passer à l'acte. En tout cas, je me dis que c'est de l'ordre du possible, que ça peut se produire. Ça en dit long sur l'antipathie que je crois provoquer. Je vous demandais de vous intéresser au discours ou pensée rapportée. Je songe que est bien entendu un verbe introducteur, ici de penser. C'est ce qu'on appelle du discours indirect. Il y a aussi « les insultes ne suffisent plus et qu'il faut passer à l'acte ». Alors là, c'était un peu plus difficile. C'était ce qu'on appelle, est-ce que vous l'avez trouvé, du discours indirect libre. C'est comme si les paroles étaient prononcées, mais sans qu'on ait dit que c'était des paroles rapportées. Passons maintenant au registre de langue. Alors là, je suis sûre que vous aviez aperçu défonçant la gueule, ça a dû vous choquer même. On peut aussi souligner oui. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'on n'écrivait pas oui. Oui, c'est plutôt quelque chose qui se dit. Donc, on va parler de registre de langue vulgaire, mais aussi d'oralité pour ce oui et pour le ça également.
On va interpréter ces trois procédés en même temps. Prenez un papier, un stylo et essayez. Et oui, le narrateur nous annonce d'abord clairement que nous sommes comme dans la tête de l'adolescent, avec sa voix, mais ensuite il brouille les pistes avec le discours indirect libre. On y entend plutôt la voix des agresseurs, les excuses des agresseurs qui pourraient lui défoncer la gueule. Nous passons aux modes verbaux que je vous demandais d'observer. Alors il y a pourrait, ferait. Vous avez reconnu bien sûr des conditionnels. Par ailleurs, je vous demandais de vous intéresser à la voix du narrateur, à la manière dont on l'entend, dont on a l'impression de l'entendre. Et bien par exemple, lorsqu'il dit « ça en dit long sur l'antipathie que je crois provoquer », avec ce « je crois » qui est modalisateur, on a l'impression d'entendre à la fois le narrateur de l'époque, mais aussi et surtout le narrateur adulte qui commente son attitude et sa vision de lui-même à l'époque. On peut dire aussi qu'on a affaire à une phrase fleuve. Cette phrase n'en finit plus de se développer. Et par ailleurs, parce que les insultes ne suffisent plus et qu'il faut passer à l'acte, c'était la subordonnée circonstancielle que je vous demandais d'identifier. Est-ce que vous avez trouvé quel type de circonstanciel c'était? Oui, bien sûr, c'était la cause, avec parce que. Allez, c'est le moment d'interpréter, essayez de le faire par vous-même. En effet, le narrateur, ici, est tellement surpris par ce rapprochement, le rapprochement que Thomas a amorcé, qu'il cherche toutes les explications possibles, et il n'en finit pas de bouillonner, dirons-nous, et de trouver des explications qui rallongent sa phrase. On trouve aussi, à la fin de la phrase, un effet sonore que je vous avais demandé d'essayer de repérer. Possible, peut se produire. On aurait même pu remonter un peu plus haut avec ne suffisent plus et qu'il faut passer à l'acte. Antipathie, provoquer. J'espère que vous aviez vu ce qu'on appelle une allitération ici, en P. Essayez d'en chercher une interprétation. Ici, ce P, il est assez agressif et il reflète le mépris homophobe que ressent à son époque le narrateur, il nous l'a bien dit, mais peut-être aussi celui qu'il ressent envers lui-même. Passons à la phrase 7. Elle est très courte, et sur mon aveuglement aussi. Je vous demandais d'observer une image ici. Et vous aviez trouvé, j'espère, aveuglement. Aveuglement est à prendre au sens métaphorique. Même si c'est une métaphore assez courante. Et puis je vous demandais d'essayer d'observer un mot avec sa nature. Ici c'est le « et » qui est placé en début de phrase, et qu'on appelle bien sûr une conjonction de coordination. Essayez d'interpréter par vous-même, en mettant en pause. Ici, on sent la prise de recul du narrateur adulte. C'est lui qui fait ce commentaire sur l'adolescent qui est en train de vivre la scène. Et on peut souligner aussi le terme aveuglement qui nous renvoie au regard. Ce sera important dans les phrases suivantes. Nous parvenons à présent à ce que nous avons identifié comme étant le troisième mouvement du texte. Je le marque par un petit symbole.
Et n'oubliez pas, lors de vos explications orales, de le signifier. Matérialisez-les sur votre texte de préparation. Alors cette phrase, c'est « car il dit calmement, je n'ai pas envie d'aller à la cantine ce midi ». Je vous avais demandé de vous intéresser aux discours rapportés, aux paroles rapportées. Et ici, il y a ce qu'on appelle du discours direct libre. Parce que c'est du discours direct, mais il n'y a pas les guillemets. Et puis, une fois de plus, nous avons une conjonction de coordination en début de phrase, cette fois « car ». Je vous signale d'ailleurs que si Philippe Besson, lui, peut s'autoriser ce procédé, vous, dans vos copies, vous n'y avez pas droit. Alors, l'interprétation que vous avez cherchée, ici on a l'impression d'avoir un retour, on revient sur la scène réellement vécue, alors que juste avant on était plutôt dans le commentaire. Et cette scène vécue, elle se passe bien, alors que Philippe Besson était en train d'imaginer le pire, l'adolescent. D'ailleurs, c'est le premier échange verbal qui se passe dans ces phrases. Je vous avais demandé d'essayer d'envisager un registre. Alors, les registres, c'est cet outil si utile. Et là, si vous voulez, il y a un champ lexical qui nous met sur la piste. Sandwich, ville, endroit, adresse, on avait même cantine dans la phrase précédente. On n'est pas seulement dans le champ lexical scolaire, comme on avait dit au début du texte, mais on est aussi dans un véritable registre réaliste. Par ailleurs, je vous avais demandé, une fois de plus, de vous intéresser à ce qu'on appelle le discours rapporté. Et ici, c'est encore du discours direct libre. On entend directement les paroles comme elles ont été prononcées, mais il n'y a pas de guillemets. Enfin, je vous avais demandé d'essayer de repérer un pronom. Et ici, bien entendu, je pensais au « on ». On pourrait manger un sandwich en ville. Alors vous savez qu'il s'agit d'un pronom indéfini à l'origine, mais ici, il a valeur d'un pronom de première personne du pluriel. Il vaut pour nous. Et c'est une tournure orale que de l'employer ainsi. Faites une pause pour interpréter. Alors, on peut l'interpréter ainsi. Cette réalité, elle est bien concrète et elle est presque triviale. Je sais que vous aimez bien ce mot. La réalité de la cantine, de la cour de récréation. Et c'est dans cette réalité que Thomas s'adresse au narrateur. Les deux phrases suivantes, nous les regroupons. Et cette fois-ci, le discours rapporté, il est différent. Donne une adresse et une heure précise, ce n'est pas les mots qui ont été prononcés. Et c'est ce qu'on appelle du discours narrativisé. Thomas va donner, il va non pas dire le mot adresse, mais il va donner cette adresse. Ici, c'est narrativisé. Vous pouviez aussi vous intéresser au type de phrase, ainsi que à la ponctuation, au rythme. Une heure précise, c'est une phrase averbale, il n'a pas de verbe. Et on peut dire aussi que les deux phrases sont particulièrement brèves, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs chez Philippe Besson. Mettez en pause pour interpréter. Ça donne ici un effet haché, et je me souviens qu'un camarade en classe avait parlé du cœur, du battement de cœur du narrateur adolescent qui semblait tantôt s'accélérer, tantôt se ralentir. Ici, plutôt dans l'accélération. Le discours narrativisé, c'est comme s'il y avait une mise à distance du réel, comme s'il avait besoin de traduire et qu'il n'avait pas vraiment compris ce qui se passe. Passons à la phrase suivante, je le dévisage. Le jeu des pronoms ici est intéressant. Pour la première fois, on a un pronom de première personne et un pronom de troisième personne. J'ai mis deuxième, c'était une erreur de ma part. Essayez de les interpréter. Eh bien, la proximité soudaine entre les deux jeunes hommes, qui est inédite,
Elle est même grammaticale. Je et le sont côte à côte dans la phrase. Passons à la phrase suivante. Jeudi, j'y serai. À nouveau, on a une reprise de ce discours rapporté qui est un peu particulier, qui est le discours direct libre, à nouveau. Et puis, je vous demandais de vous intéresser aux temps verbaux, et ici on a un futur simple. Je souligne aussi au passage les 2 points et le point, qui sont des ponctuations fortes. Et qui nous montrent à quel point cette phrase est brève et ces propositions indépendantes sont posées les unes à côté des autres. Elles sont composées seulement d'un sujet et d'un verbe. Pause pour interpréter. D'abord, le futur simple a une valeur d'engagement. Et puis, la réponse n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Il n'y a pas de développement. Les 2 jeunes gens échangent de brefs mots et cela suffit. Il baisse lentement les paupières. Il y a ça, ses yeux clos, l'espace d'une seconde, comme un soulagement, une confirmation. Pour une fois, je vous demandais de vous intéresser au champ lexical et vous pouviez faire appel à 2 phrases d'avant des visages. Il y avait paupières et il y avait yeux. Et je pense que vous aviez trouvé que ce champ lexical appartient au regard. Mettez en pause et interprétez. Eh bien, il y a beaucoup plus de regards que de paroles si on regarde bien les phrases que nous sommes en train d'étudier. Et cela rappelle la fameuse expression de Flaubert que j'avais utilisée en titre dans l'éducation sentimentale. Mais laquelle? N'hésitez pas à m'écrire si vous avez trouvé. Ici, on vous demandait, une fois de plus, de vous intéresser au rythme qui est très important dans ce texte. Vous avez dû observer qu'il s'agissait d'un rythme binaire, et en fait de 2 rythmes binaires. Ses yeux clos l'espace d'un instant, puis, comme un soulagement, une confirmation. Par ailleurs, on a des termes qui, a priori, ne sont pas sur le même registre, parce que ça, on est dans le domaine de l'oral, tandis que clos ou bien confirmation, ce sont des termes plus élaborés et qu'on pourrait presque qualifier de soutenus. Pause et interprétation. Ce rythme régulier confirme l'apaisement que devine l'adolescent chez Thomas. Le rythme binaire, il a toujours cet effet plutôt calme, plutôt reposé. Et puis par ailleurs, le mélange des registres de mots nous montre que le narrateur est à la fois un écrivain et puis dans une certaine intimité, familiarité avec nous, et peut-être aussi la familiarité de l'adolescent. La phrase suivante, et s'éloigne sans rien ajouter, commence, comme nous l'avons déjà vu précédemment, par une conjonction de coordination. C'est un effet de style, mais que vous n'êtes pas autorisé à employer dans vos copies. Et puis, je vous avais demandé de voir une ellipse. Il manque un mot dans cette phrase, en effet, c'est le sujet. On attendrait « et il s'éloigne ». D'autant plus que le sujet dans la phrase précédente était vraiment loin. Pause, interprétation. Ça nous donne ici un effet d'évidence. On a toujours une absence d'explication de la part des 2 personnages. Et nous allons pouvoir passer à la phrase suivante. Je reste avec mon livre de biologie entre les mains, stupide, avant de m'accroupir à nouveau, refermer mon sac à dos.
Je vous demandais de vous intéresser à un adjectif qualificatif et à sa fonction. Je pense que vous aviez repéré stupide, seul au milieu de la phrase, entre virgules. Est-ce que vous vous souveniez qu'il s'agit d'une apposition? Essayez maintenant de l'interpréter. Cette apposition, elle met vraiment en valeur l'adjectif stupide, et en même temps, on se doute bien que ce n'est pas le narrateur adulte qui porte ce jugement péjoratif sur l'adolescent. C'est bien l'adolescent lui-même qui a cette sensation d'être inutile, d'être stupide, d'être complètement frappé par ce qui vient de se passer. Et puis au niveau du rythme, m'accroupir à nouveau, refermer mon sac à dos, vous aviez reconnu une fois de plus un rythme binaire. Avec les infinitifs, accroupir et refermer, qui structurent ce rythme. On pouvait revenir à la toute première phrase du texte que nous avons étudié ensemble en classe, qui présentait déjà ce champ lexical, et puis on en a parlé un petit peu quelques lignes plus haut avec la cantine, livre de biologie, sac à dos. Vous vous êtes probablement souvenu qu'on était dans le champ lexical scolaire. Pause, interprétation. Ici, le narrateur semble s'éveiller d'un rêve. C'est comme s'il revenait à la réalité avec ce vocabulaire. Et le rythme donne aussi une impression qu'il fait des gestes mécaniques, un peu sans être à ce qu'il fait. La phrase 18. Je sais que cette scène vient de se produire. Je ne suis pas fou, et cependant, elle me semble invraisemblable. Je vous demandais d'abord de repérer un terme qui est particulièrement du domaine littéraire. Et je pensais au terme scène. Scène, c'est un terme qui nous renvoie au théâtre. Et par ailleurs, il y a un effet de voix assez fort dans cette phrase avec « je ne suis pas fou ». On peut dire d'ailleurs que le niveau est presque familier. En tout cas, il y a un effet très oral. Et enfin, vous avez repéré cet effet typographique, on en avait même parlé en classe. Invraisemblable est en italique. Et bien sûr, ce n'est pas lié au hasard. Il est intéressant aussi de commenter ce genre d'effet choisi par l'auteur. À vous d'interpréter. Tout cela souligne le caractère irréel de ce qui vient de se passer dans la tête de l'adolescent. Scène, ce côté à vouloir se rassurer, je ne suis pas fou. Et nous parvenons ainsi à la toute dernière phrase de notre extrait. Je scrute le gourdron, j'entends la solitude se faire autour de moi, le dépeuplement de la cour de récréation, le silence gagné. J'espère que vous avez repéré ici ce que j'ai appelé les synesthésies, c'est-à-dire les différents sens qui sont présents dans la phrase et qui sont juxtaposés. Scrute, entend, silence. Eh bien, scrute appartient au domaine de la vue, tandis que entend et silence renvoient au domaine de l'ouïe, au sens de l'ouïe. Et tout cela s'harmonise avec le registre que je vous demandais de chercher. Vous l'avez sûrement trouvé, entre les termes employés dans « solitude se faire autour de moi »,« dépeuplement » et puis la présence du « je » 2 fois répété. Bien entendu, c'est un registre lyrique. Et puis, je vous demandais de chercher un mot qui pouvait avoir 2 significations. Gagner, ici. Alors le premier sens de gagner que l'on comprend dans ce texte, c'est son sens littéraire, c'est-à-dire le sens « il s'impose ». Faites une pause. Cette fin est très poétique malgré le cadre quotidien qui l'entoure. Le narrateur a été transformé par ce qui vient de se passer et il est très sensible aux sensations qu'il y a autour de lui.
Mais cependant, le silence qui reprend ses droits et qui peut-être gagne au sens propre et au sens courant du terme, nous montre que ce sera une relation plutôt silencieuse, et notamment du fait de son interdit à l'époque. Je vous demande maintenant de vous auto-évaluer. Reprenez le travail que vous aviez fait pour préparer cette explication. Il y avait 38 procédés à trouver sur lesquels je vous avais donné des indices et sont marqués par donc un symbole de coche dans la vidéo. Combien en aviez-vous trouvé en préparant? Ne trichez pas, n'hésitez pas à me donner votre score. Ce qui est important aussi, c'est l'interprétation. Merci pour votre attention et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.